Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Comme on vous avait promis dans la première vidéo, on va vous présenter à partir de maintenant les principes de base de l'espiritisme et on va commencer par l'immortalité de l'âme. Probablement un des principes les plus importants, un des piliers de base de l'espiritisme. Pour faciliter et pour des raisons didactiques, on va diviser cette présentation sur 2 vidéos, de manière à rendre les sujets les plus clairs possibles. Avant qu'on commence proprement à parler de l'immortalité de l'âme, je crois et je vous propose une petite réflexion sur la question du changement. Il a été démontré par la philosophie de la science qui changer la perception des gens sur la réalité, ce n'est pas toujours quelque chose de très facile. On sait très bien, à partir des travaux de Thomas Kuhn sur les paradigmes, qui changeait une conception de la réalité, ce n'est pas évident. Ainsi, si on regarde, mettons, un cas emblématique comme celui d'Ignaz Semmelweis, le médecin hongrois, qui a été un des premiers à émettre l'hypothèse de l'existence d'une vie microscopique, on verra que la communauté scientifique de son époque a réagi de manière assez agressive et violente. Et ils étaient vraiment outrés d'imaginer qu'on aurait pu vivre avec des êtres vivants, des créatures, qu'on avait partagé notre vie avec eux, et donc c'était pas possible, on ne les voyait pas, ça n'existe pas telle chose, vous êtes fous, messieurs. Le messier avait raison, donc Ignaz Semmelweis avait raison. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'un enfant va répéter sans problème. Il y a des virus, des bactéries, etc., etc. Cependant, ce n'était pas évident. Et on avait partagé notre vie avec ces créatures pendant des milliers d'années en ignorant complètement leur existence. Est-ce que, si on va parler de l'immortalité de l'âme, ce n'est pas le cas d'y penser sérieusement, à au moins considérer sérieusement l'hypothèse pour ne pas faire la même erreur? Peut-être qu'on est en train de partager notre vie avec ces créatures-là, ces êtres vivants qu'on appelle les esprits, les âmes, et on ne s'y rend pas compte. Mais est-ce que ça serait si étonnant que ça, si on a partagé pendant des milliers et des milliers d'années nos vies avec des êtres microscopiques sans s'y rendre compte et qui n'étaient pas anodins, hein? On sait bien l'influence qu'il peut avoir un virus sur notre vie. Donc, ce que je vous propose, c'est gardons cette ouverture d'esprit pour considérer peut-être que l'hypothèse est sérieuse. Ainsi, cela dit, on vous demande de considérer aussi que c'est une des questions les plus importantes de l'humanité. Comme des êtres humains, on ne peut pas ignorer cette question. C'est fondamental. Ça fait toute la différence pour un être humain, savoir s'il est immortel ou s'il ne l'est pas. La question est très actuelle aussi. Même en étant très ancienne, elle est toujours très actuelle parce qu'on les voit dans les médias, dans les programmes de télévision, on les voit sur Internet. Mettons, en 2017, Madame Leslie Kim, une journaliste américaine, a publié un livre, Surviving Death. A journalist investigates evidence for an afterlife. 2017. 18 mai 2020, dans la revue Scientific American, on va lire l'article de John Horgan qui dit « Should scientists take UFOs and ghosts more seriously ?» Est-ce que les scientifiques devraient prendre plus au sérieux les fantômes et les objets volants non identifiés?
Je pourrais donner plusieurs exemples. On y voit, c'est très actuel. Cependant, si la question est de plus en plus présente dans les médias, il faut considérer que le spiritisme l'a dévancé de quelques décennies. 16 décennies en fait. Parce qu'Allan Kardec, avec les livres des esprits, a posé l'immortalité de l'homme comme un des principes fondamentaux de l'univers, donc une loi fondamentale de l'univers. L'être humain est un être immortel. C'est une âme liée à un corps. Et c'est très intéressant parce qu'il va poser la question aux esprits, comme on l'avait déjà expliqué dans la vidéo sur les livres des esprits. Il va poser la question, c'est quoi l'esprit? Il va avoir comme réponse les principes intelligents de l'univers. Notez bien, un principe, c'est quelque chose de fondamental, quelque chose qui va donner la base à une réalité. Les esprits sont les principes intelligents de l'univers. Il repose la question, quelle définition peut-on donner des esprits? On peut dire que les esprits sont les êtres intelligents de la création. Ils peuplent l'univers en dehors du monde matériel. Donc, ils sont les êtres intelligents de la création et ils peuplent l'univers en dehors du monde matériel. Donc, on est connecté au monde matériel, mais ce n'est pas notre réalité fondamentale. Il va plus loin. J'ai choisi 3 questions pour traiter avec vous aujourd'hui, mais il y en a des dizaines. Est-il exact de dire que les esprits sont immatériels? Notez bien la réponse. Comment peut-on définir une chose quand on manque de termes de comparaison et avec un langage insuffisant? Un aveugle-né peut-il définir la lumière? Immatériel n'est pas le mot. Incorporel serait plus exact. Notons ce qui a été affirmé par la philosophie du langage avec Ludwig Wittgenstein beaucoup plus tard, a été dévancé aussi par les esprits parce qu'ils vont dire on ne peut pas vous expliquer trop parce que vous manquez des éléments du langage, tout simplement. Vous n'avez pas des termes même de comparaison. À quoi peut-on comparer l'homme si vous êtes comme des aveugles nus qui essayent de définir ou à qui on essaye de montrer c'est quoi la lumière? Donc, c'est sûr que les esprits, là, nous disaient, il faut travailler encore, il faut avancer vos recherches, il faut avancer vos sciences, votre science. Et de plus en plus, on voit que la science, avec la physique, la chimie quantique et toute la technologie qu'on a aujourd'hui, on commence à s'approcher de plus en plus de ces réalités et on va vous montrer comment. Ainsi, c'est très intéressant parce qu'Allan Kardec va poser ces questions vraiment en série, sont des dizaines de questions dans la deuxième partie du livre des esprits surtout et qui sont très, très intéressantes, les unes plus que les autres. Mais Allan Kardec a fait cela en étudiant la médiumnité. Il a vu les phénomènes des tables tournantes, de la communication des esprits, comment les identifier, comment analyser leur langage, comment séparer ce qui était bon de ce qui ne l'était pas. Donc, il a fait tout un travail de base, mais il a étudié surtout la médiumnité, a utilisé la logique, les connaissances historiques qu'on avait déjà sur la question, et s'est arrêté là. Même cela peut avoir l'air de pas beaucoup, mais c'est énorme parce qu'il a mis tous les fondements qui vont être suivis après
parce qu'après lui, ils vont embarquer des dizaines de scientifiques comme Gustave Galilei, William Crookes, Charles Richer, César Lombroso, Ernest Bolzano, qui vont utiliser des méthodes scientifiques de plus en plus rigoureuses pour contrôler les phénomènes, pour étudier les médiums, pour évaluer toutes ces choses-là. Ils vont publier des rapports et des livres en disant, bon, on est rentré dans cette histoire pour prouver que ça n'existait pas, cette chose-là. Et finalement, on était obligé de dire que, bon, dans la science qu'on a présentement, on n'a pas de réponse. Il faut admettre qu'il y a quelque chose qui va au-delà de la matière. Notez que cela nous amène à beaucoup de questionnements sur la réalité. Et c'est très intéressant les travaux de ces scientifiques. Ernest Bolzano, par exemple, il a publié une dizaine de livres vraiment très intéressants. Et il a recensé et étudié des dizaines et des dizaines de cas. Je me rappelle un cas en particulier, on parle de l'immortalité de l'âme, donc il a étudié le cas d'une maman anglaise que son fils avait tombé en combat dans la Première Guerre mondiale. Elle a reçu la triste nouvelle. Et là, bon, tout à coup, quelques temps après, elle a commencé à recevoir des messages par l'écriture médiumnique de son fils. Et on pourrait dire d'une manière très sceptique que c'est sûr que la madame a eu un trouble nerveux et elle a compensé avec ça la perte de son fils. Bon, ça pourrait. Ce que Bolzano a découvert cependant, c'est que les garçons ont commencé à écrire des choses que personne ne savait. Et a commencé à envoyer des nouvelles et à donner des détails sur la vie et sur ses camarades que personne ne le savait. Mettons, pour donner un exemple parmi plusieurs qu'il a recensés, les garçons venaient toujours avertir sa famille et ses amis du décès de ses camarades. Donc là, il disait, quelqu'un est rentré aujourd'hui à la maison. La personne X ou Y est tombée au combat aujourd'hui. Mais à cette époque-là, on n'avait pas d'Internet, on n'avait pas de communication rapide. Donc, les gens recevaient la nouvelle qui était donnée déjà par l'écriture médiumnique 2 ou 3 semaines plus tard. Ainsi, on voit qu'il y en a là quelque chose, Bolzano a dit, il y a là quelque chose qu'il faut étudier. Il s'était mis à étudier, il est allé très en profondeur. Ses travaux sont très riches de contenus. Et on a aujourd'hui dans la science, et on va vous montrer ça dans notre deuxième vidéo sur la question de l'immortalité, on va montrer qu'il commence à apparaître, commence à voir les jours, un nouveau paradigme qui s'appelle le paradigme post-matérialiste. On va vous présenter cela pour montrer que ce qui était commencé au début du XXe siècle a progressé énormément pendant tout le XXe siècle et aujourd'hui est plus que jamais vivante cette question dans la science. Donc, il y a des échos dans la science moderne. Les recherches sont très pointues, très nombreuses. On va vous montrer ça dans notre deuxième vidéo. On va vous montrer aussi quelles sont les preuves scientifiques de l'immortalité de l'âme, parce que si Allan Kardec s'était basé sur l'étude de la médiumnité et ses contemporains se sont basés sur des études scientifiques, mais aujourd'hui, quelles sont les preuves qu'on peut vous présenter et vous indiquer pour en appui de la thèse de l'immortalité? Une autre chose très importante, on va discuter un petit peu quelles sont les conséquences. Si tout cela s'avère vrai, quelles sont les conséquences de l'immortalité pour notre vie? C'est sûr qu'il y a beaucoup de changements qui vont avoir lieu si tout cela est vrai. Donc voilà, c'est ça qu'on voulait vous présenter dans cette première vidéo, un peu en survol sur la question.
Le sujet est très intéressant, très large aussi. Si vous vous intéressez, si vous êtes intéressé à ce genre de questions et vous voulez étudier davantage, on vous laisse les liens en bas de la page Facebook du Centre Spirit Chico Xavier. On va vous offrir des études en ligne sur ces questions. Donc, vous pouvez vous inscrire à la page pour recevoir les nouvelles au moment qu'on va commencer les cours. Donc, pour aujourd'hui, c'est ce qu'on avait à vous présenter et on vous invite à être avec nous pour la deuxième vidéo sur l'immortalité de l'âme, dans laquelle on va vous présenter quand même beaucoup de choses très, très intéressantes. Merci beaucoup et à la prochaine.